Salut les amis, bonsoir à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et en bonne santé, content de vous retrouver pour cette dernière chronique du mois d'août 2026, avec bien sûr la présence de Monsieur Jacob Cohen. Bonsoir à tous. J'ai eu un peu un pincement lorsque j'ai entendu la dernière séance, mais du mois d'août. Eh oui, il faut annoncer correctement les choses. Alors c'est bien la dernière séance du mois d'août et on espère que ces chroniques continueront tout au long des semaines à venir et des mois et pourquoi pas des années à venir, tant que la santé nous le permet. Voilà. Alors, les amis, je fais mon speech habituel, comme d'habitude en début de live. Pour celles et ceux qui veulent participer avec nous, vous avez la possibilité de le faire en restant sur la thématique. Monsieur Cohen développe son argumentaire sur le sujet du live et après, vous avez la possibilité de poser vos questions. Pour celles et ceux qui veulent soutenir la chaîne, vous avez un lien en bandeau ou en description sur YouTube. Et vous avez aussi la possibilité de souscrire pour soutenir aussi faire des souscriptions pour soutenir la chaîne. Et voilà, je vous invite à toutes et tous de partager un maximum. Je vais laisser M. Cohen développer son argumentaire et on prendra la parole après. C'est à vous, M. Cohen. Très bien. Donc ce soir, on va parler de l'antagonisme entre israélo-turc. En fait, ça a pris des proportions assez considérables. Tout a commencé, tout, je ne sais pas, mais en tout cas publiquement, il y a 3 mois, il y a eu une déclaration qui est passée peut-être, qui est passée inaperçue. En tout cas, elle n'a pas eu un grand écho, à mon avis. C'était la déclaration de Naftali Bennett. Et ce n'est pas n'importe qui, Naftali Bennett, dans la politique israélienne. Il a été un ancien Premier ministre, brièvement, mais quand même, ça compte. Il a un parti politique qui est le 3e ou 4e parti d'Israël. C'est un orthodoxe, pas un orthodoxe, disons, c'est quelqu'un qui est religieux et qui a la foi, qui a vous savez, les religieux en général, quand ils sont convaincus d'une chose, ils vont jusqu'au bout parce qu'ils ont cette foi-là chevillée au corps et ils sont déterminés. Alors, évidemment, il n'a pas fait cette déclaration comme ça, mais il avait dit, il y a à peu près 3 mois, que la prochaine guerre se déroulerait, je ne sais pas, entre Israël et la Turquie. Voilà. Et ça a été assez surprenant. Je reconnais que j'ai été très surpris, d'autant plus que les Israéliens ne sont pas très à l'aise, ne sont pas sortis victorieux du conflit avec l'Iran. C'est le moins qu'on puisse dire. Et non plus avec le Hezbollah. Et donc, ça c'est, comment dire, cette déclaration est restée un peu et a été oubliée en quelque sorte. Parce que je vous rappelle que si Bachar el-Assad est tombé, c'est grâce à la complicité active des Turcs et des Israéliens. Ce sont eux qui ont aidé l'ex-islamiste ou l'ex-terroriste à 10 millions de dollars de prix sur sa tête. Ce sont ces 2 pays qui ont facilité, en tout cas grandement, l'arrivée de l'islamisme au pouvoir. Donc ils l'ont installé et à l'époque, on parlait d'une espèce de cogérance ou d'un double protectorat ou d'un partage de la Syrie entre Israël et la Turquie, de l'influence. C'est comme ça que vous voyez les choses. Et on estimait que la Turquie allait plus ou moins s'accaparer
même si ce n'est pas physiquement, mais disons à peu près du tiers ou du quart du nord-nord-est, là où il y a surtout les Kurdes. Et c'était, disons, assez entendu comme ça. Et puis il y a une semaine, j'espère que vous êtes au courant, il y a une semaine, l'aviation israélienne a bombardé une base turque, enfin une base, comment dire, qui était en rénovation, une base aérienne que les Turcs étaient en train de remettre en état pour, pour les forces syriennes, mais pour eux-mêmes aussi, c'est-à-dire pour asseoir leur influence. Et puis l'aviation israélienne, bon, il n'y a pas eu de mort. Ils ont dû choisir un moment où il n'y avait pas de militaires, en tout cas. Et c'était une base, on voulait la remettre en état, mais c'était un avertissement très, très direct, d'autant plus que Netanyahou avait déclaré d'une manière assez arrogante et presque méprisante, il avait dit ceci, voilà, nous avons averti Erdogan qu'une telle base, ça nous gêne, voilà, et qu'il ne fallait pas le faire. Mais Erdogan ne nous a pas écoutés. Et donc, on l'a bombardé. J'espère que cette fois, il va comprendre. Le message est on ne peut plus clair. Et alors, ce qui est peut-être ce qu'on ne sait pas vraiment, c'est que, vous savez, les médias israéliens, on a l'impression d'une très grande liberté. C'est vrai qu'il y a une très grande liberté dans le ton ou dans des enquêtes, encore qu'aujourd'hui, je ne sais plus, hein, parce que moi, je parle des médias dans les années 70-80, c'est un autre monde. Aujourd'hui, ils ont dû aussi être rachetés par des milliardaires. D'ailleurs, un exemple, vous savez que les militaires ont une radio à eux, qui s'appelle radio, enfin bon, il y a Tzahal dans le titre, bon, Galei Tzahal, bon, donc c'est la radio de l'armée, donc elle est gérée par l'armée. Sauf que cette radio est assez critique du gouvernement. Donc le gouvernement l'a fermée par décision administrative. Et la Cour suprême a annulé la décision. C'est dire, bon, je ne suis pas vraiment au courant de la situation des médias actuels, mais je suis sûr que, comme en Europe, comme en Occident, les milliardaires ont mis la main sur les médias, le gouvernement, etc. Donc, il y a un contrôle assez important. Et donc, moi qui suis assez régulièrement l'information en Israël, et notamment la revue de presse, qui passe chaque matin à 7h30 sur un site francophone, j'ai remarqué que tous les commentateurs, tous, quand on parle de cette affaire de la Turquie, ils disent tous il faut y aller. C'est-à-dire on ne peut pas permettre à la Turquie de s'imposer en Syrie. Même si c'est, vous savez, la base qui a été touchée, elle était quasiment à quelques dizaines de kilomètres de la frontière turque. Donc on était à 700-800 kilomètres d'Israël. Donc vous voyez un peu la disproportion. C'est-à-dire que Israël vise à être le seul maître de la Syrie, le seul. Et donc, tous les commentateurs, je n'ai pas entendu un, bon, en général, les commentateurs critiquent rarement la politique israélienne sur Gaza, sur l'Iran, etc. Il y a un consensus. Voilà, il n'y a pas de divergence.
Et là, tous les commentateurs disent il faut y aller. On ne peut pas permettre à la Turquie de constituer un obstacle à notre, ils disent pas à notre hégémonie, mais à notre sécurité. Voilà. Parce que les Israéliens ont une idée très extensible de leur sécurité. Voilà. C'est-à-dire, s'il y a une base turque à 800 km de leur frontière, alors que la Turquie n'est pas un ennemi enfin, d'Israël, à ma connaissance, eh ben, c'est contraire, ça atteint leur sécurité. Et donc, à mon avis, il prépare l'opinion. Vous savez, l'opinion israélienne, on n'a pas besoin de beaucoup pour la pousser à faire la guerre. Donc, on a trouvé un ennemi, un autre ennemi. Avant, c'était bon, le Hezbollah, le Hamas et les pays arabes qui n'ont pas normalisé leurs relations. Et puis, il y avait l'Iran, bien sûr. Et là, maintenant, c'est la Turquie. Donc, en fait, on prépare l'opinion à une prochaine guerre. Et cette guerre, si ça continue comme ça, à mon avis, devrait arriver. Je ne sais pas, dans quelques mois, dans quelques années, je ne sais pas. Parce que, vous savez, quand on fait les... si on essaye d'apprendre l'histoire des guerres, il y a toujours, en tout cas très souvent, une préparation psychologique des populations. Vous savez, par exemple, avant la Première Guerre mondiale, avant la Deuxième Guerre mondiale, toutes les guerres, enfin, la plupart des guerres, par exemple la guerre contre l'Iran, il y a une préparation psychologique, c'est-à-dire on prépare les populations à cette guerre-là. On lui dit, il y a un ennemi, il est horrible, il est ceci, il est cela, et donc la population est prête à y aller. Bon, la population israélienne, il n'y a pas de doute, c'est-à-dire d'autant plus qu'aujourd'hui, elle est chauffée à blanc, elle se croit tout permis, elle pense pouvoir tout gagner. Parce que le problème, c'est que les Israéliens continuent de croire qu'ils n'ont pas perdu contre l'Iran. Alors que, bon, tous les observateurs estiment que Israël n'est pas sorti vainqueur de la confrontation et que même ils hésitent à revenir sur le champ de bataille parce que les réponses iraniennes risquent d'être terribles. Voilà. Tous les observateurs le disent. Sauf que pour les Israéliens, le message qu'on leur dit, c'est que, bon, on a envie de laisser les Américains faire le boulot, mais si on doit prendre la main, attention, on va y aller. Genre, nous allons régler le problème en quelques jours. Bon, ça c'est le message. Je suis sûr que le chef d'état-major, le chef du Mossad, le Premier ministre, ils savent à quoi s'en tenir. Mais le message qu'on envoie au peuple, c'est attention, nous sommes les champions, et si on y va cette fois-ci, ça va être la fin de l'Iran. Donc le peuple israélien est convaincu que la Turquie, d'abord, c'est un ennemi mortel, et deuxièmement, il faut le prendre maintenant avant que ce soit trop tard. Alors, comment expliquer? Vous savez que la Turquie a été le premier pays musulman à reconnaître Israël. Il l'a reconnu en 1949, c'est-à-dire un an après. C'est un des premiers pays à reconnaître Israël et à avoir des relations diplomatiques. Bon, c'est vrai que la Turquie a un passé incontentieux, on peut dire ça comme ça, avec le monde arabe, qu'elle avait dominé jusqu'au début du XXe siècle. Et non seulement dominé, mais maintenu dans l'ignorance crasse.
Elle n'a pas fait exprès, puisque la Turquie elle-même était gardée dans l'ignorance crasse. Donc, elle n'a fait que perpétuer ce système sur le monde arabe. Si le monde arabe, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, au début du XXe siècle, était maintenu dans cette torpeur de l'ignorance et de l'irrationalité, c'est en grande partie la faute des Turcs. Bon. Et d'ailleurs, on en garde les séquelles aujourd'hui. Donc, ce n'était pas le grand amour entre la Turquie et le monde arabe. Et la Turquie, d'abord, a été un pays laïque. Ça, c'est le seul avantage d'Atatürk qui a apporté la laïcité. Ça veut dire une espèce de modernisation des mœurs, je ne suis pas sûr. Mais disons, un éloignement de l'orthodoxie et une ouverture sur la rationalité moderne. Voilà. Mais ce n'est pas aller trop loin, très loin non plus. Et donc, la Turquie a été quand même gouvernée par, contrairement au monde arabe, s'éloigner de la religion. La Turquie aussi a été un pays allié qui est rentré dans l'OTAN. Donc, c'est l'allié des États-Unis, où il y a eu pas mal de dictatures militaires favorisées par l'Amérique. Donc, ce n'est que récemment, quand je dis récemment, ça veut dire à peu près une vingtaine d'années, que la Turquie est devenue de plus en plus une société religieuse, un pays religieux, un pays sensible au conflit palestinien, à la domination israélienne, mais pas suffisamment pour être en conflit avec Israël. Ils n'ont jamais, vous savez, la Turquie, par exemple, a été, elle est toujours, je ne sais plus, mais en tout cas pendant jusqu'à ces dernières années, a été l'une des destinations touristiques les plus courues par les Israéliens. Bon, d'abord parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas les moyens, c'était tout près, c'était pas cher, etc. Aujourd'hui, la Turquie est devenue beaucoup plus chère, beaucoup plus anti-israélienne, où la religion musulmane, enfin, la religion bien sûr musulmane, a pris une grande ampleur, où le régime d'Erdogan se considère comme, disons, très sensible aux questions de l'islam, de la Palestine. Mais jusqu'à présent, par exemple, si Israël continue à avoir du pétrole, et pas mal de choses, c'est grâce à la Turquie qui laisse rentrer tout ça vers Israël. Et donc, comment essayer de comprendre cette soudaine hostilité déclarée vis-à-vis de la Turquie? D'abord, il faut aussi savoir que Israël a constitué avec Chypre et la Grèce une espèce de trio anti-turc. Il y a une alliance militaire anti-turc, carrément anti-turc. Et si vous voyez une carte de la Turquie, vous remarquerez que les îles grecques arrivent à quelques kilomètres des côtes turques. C'est-à-dire que la Grèce, quasiment grâce à ces îles, couvre toute la Méditerranée orientale. Et l'hostilité, enfin, elle est légendaire entre la Grèce et la Turquie. Donc Israël a profité de ces situations pour mettre la Grèce et la Turquie et Chypre de son côté pour une éventuelle agression, je ne sais pas, mais en tout cas un système de défense commun. Et
vous savez, quand on lance des choses comme ça, c'est jamais en l'air. C'est-à-dire, on ne prépare pas une population à une guerre par rapport à un ennemi, vis-à-vis d'un ennemi comme la Turquie. C'est pas un jeu, c'est pas un jeu vidéo. Alors, il y a la solution qui est la plus. Enfin, on peut se demander pourquoi. Ben, il y a d'abord la raison, comment dire, évidente, c'est que l'État profond sioniste, il a besoin de plus en plus d'une guerre permanente, de maintenir le pays sous tension et de favoriser la cohésion interne et de maintenir une espèce de préparation. Il ne faut pas oublier que Netanyahou avait déclaré il y a quelques mois qu'il voulait faire d'Israël la nouvelle Sparte. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'histoire de Sparte par rapport à Athènes. Je vous invite à regarder un peu, vous tapez Sparte. C'est-à-dire c'est un régime qui était connu pour être sur le pied de guerre continuellement. Voilà. Bon. Et donc, il se considère comme la nouvelle Sparte. Bien sûr, il y a des inconvénients à ce système. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'en vont. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui n'acceptent plus de vivre dans cet état d'hystérie guerrière permanente. Mais, vous savez, quel est l'intérêt de l'État profond sioniste? Et puis, l'État profond sioniste, il est gagné par ce qu'on appelle l'hubris, c'est-à-dire le désir de puissance, la volonté de puissance. Bon, jusqu'à présent, on pensait que Israël allait s'arrêter avec l'Iran, c'est-à-dire le monde arabe. Bon. Mais il voulait aller jusqu'à détruire l'Iran. Bon. Ça n'a pas marché, à l'évidence. Hein. Peut-être qu'on fera une vidéo là-dessus. Mais au lieu de se dire, bon, on va faire profil bas, le problème, vous savez, quand on a joué sur la puissance d'un pays, faut imaginer une société qui vit, qui est obnubilée, obsédée par la puissance. Les Israéliens sont convaincus qu'ils peuvent donner une raclée à la Turquie, qu'ils peuvent vaincre l'Iran comme quand ils veulent. Et donc, en fait, ça leur donne une fausse perception de la réalité guerrière. Et si le chef du Mossad et le chef d'état-major connaissent la réalité, ils ne peuvent pas le leur dire. Parce que toute, comment dire, toute l'idéologie sioniste a été construite là-dessus. C'est-à-dire, nous sommes les plus forts, nous sommes les meilleurs, et nous pouvons vaincre n'importe qui. Il faut les écouter pour ça. Enfin, je veux dire, c'est incontestable. C'est un pays qui ne s'imagine pas déposer les armes. C'est-à-dire, par exemple, comme ça s'est passé entre la France et l'Allemagne. Voilà, on fait une vraie paix et on dépose les armes et on ouvre une autre page. C'est un pays qui peut pas le faire, qui ne peut pas le faire et qui ne le fera jamais. Donc, il faut qu'il s'invente de nouveaux ennemis. Mais en même temps, ça signe sa perte inéluctable. Bon, entre parenthèses, vous remarquerez que l'Arabie saoudite et le Pakistan n'ont rien dit. En tout cas, moi, je ne les ai pas entendus sur l'attaque de la base aérienne. Ce n'est pas une grosse attaque, mais c'était une attaque quand même plus que symbolique, et avec un avertissement à la clé. Donc, on va voir ce qu'Erdogan va faire. À mon avis, il ne va pas lâcher, parce que d'abord, c'est humiliant, et puis deuxièmement, la Turquie a des ambitions régionales incontestables, parce que ne serait-ce que pour sa propre sécurité. Vous savez que les Kurdes ont mené une bataille très dure contre le régime d'Ankara. Et d'ailleurs,
Vous savez que le chef des Kurdes, qui s'appelait Öcalan, a été arrêté en 1999 grâce au Mossad et livré à la Turquie. Un beau cadeau. Sauf que Öcalan, il a déclaré il y a quelques mois de sa prison qu'il ne voulait plus la lutte armée. Mais ça peut se réveiller. C'est-à-dire, si la Turquie ne contrôle plus le nord de la Syrie, les Israéliens peuvent chauffer les Kurdes pour repartir en guerre contre le régime d'Ankara. Donc, la Turquie ne peut pas se permettre une chose pareille. Bon, comment elle va réagir? Eh ben, on verra. Mais cette péripétie n'augure rien de bon sur l'avenir d'Israël, parce qu'au mieux, tout ce que le régime offre à sa population, c'est une guerre perpétuelle. Et on sait comment finissent ces guerres perpétuelles. Voilà, Wally, s'il y a des questions. Très bien. Merci, M. Cohen. Vous m'entendez? Oui, oui. Alors, moi, j'ai une première question. Donc, ces deux pays, autrefois, ils étaient des partenaires stratégiques. Aujourd'hui, sommes-nous face à une crise, une simple crise entre Erdogan et Netanyahou, ou plutôt l'émergence d'un véritable antagonisme structurel entre deux puissances régionales? Non, à mon avis, c'est vraiment un antagonisme qui va aller en s'approfondissant. Parce que je ne vois pas comment ces deux pays qui avaient tout pour se partager, par exemple la Syrie, l'influence en Méditerranée, etc. Et donc, ils auraient très bien pu s'entendre. Comme ils sont entendus d'ailleurs, il n'y a jamais eu de contentieux entre la Turquie et Israël, ni territorial, ni maritime, ni militaire, etc. Bon. À part cette petite affaire de la flottille turque en 2010, mais qui a été vite réglée. Mais le problème, à mon avis, ne vient pas de la Turquie, le problème vient d'Israël. C'est-à-dire, d'abord, la politique d'Israël, enfin, les agressions, les génocides euh, à Gaza et au Liban, la guerre contre l'Iran, et là maintenant, comment dire, une menace claire, nette, c'est-à-dire on dit à la Russie, à la Turquie, voilà, tes frontières sont là et tu t'y tiens, et c'est nous qui réglons tout ça, voilà. Et donc, la Turquie ne peut pas, enfin, je veux dire, c'est un grand pays, c'est un énorme pays qui a des potentiels, etc., idéologiquement parlant, religieusement parlant, politiquement parlant, ne peut jamais accepter une telle humiliation, une telle soumission. La Turquie n'est pas un vulgaire pays du Golfe, quand même. Donc, bon, la Turquie n'a pas réagi jusqu'à présent, mais c'est une preuve plutôt de sang-froid, de calcul. Mais la Turquie ne peut pas, ne s'arrêtera jamais à ça. Donc, on se prépare, et d'autant plus que je vous ai dit que la population israélienne, elle est travaillée par la propagande pour en découdre avec la Turquie, qui est devenue soudain un ennemi irréductible, voilà, qu'il faut combattre. Donc, à mon avis, c'est pas un truc passager qu'on peut comme ça régler. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, d'autant plus qu'il y a un sentiment. Bon, on peut dire ce qu'on veut de l'alliance entre la Turquie ou le traité de défense, je ne sais pas comment on l'appelle, l'alliance entre la Turquie, l'Arabie saoudite et le Pakistan. On peut dire ce qu'on veut. Et d'ailleurs, bon, j'ai dit il y a une semaine ou deux ce que j'en pensais. Je ne suis pas très admiratif. Voilà, pour résumer. Mais il y a quand même ce sentiment qui se répand
au Moyen-Orient et autour du Moyen-Orient, à cause de la guerre en Iran, qu'on ne peut plus compter sur l'Amérique, qui a enfoncé le monde arabe, qui enfonce tous les autres pays, qui trahit tous les autres pays, etc. On ne peut pas rester les bras croisés face à l'expansionnisme sioniste, même si au départ, enfin, la Turquie n'a jamais voulu le contrer, etc. Mais là, ça dépasse les bornes. Donc, il y a un sentiment qui se répand même. Et je pense qu'on assistera dans les mois ou les années qui viennent à des changements dans les pays du Golfe, etc., vis-à-vis d'Israël et vis-à-vis de l'Amérique. Même si on n'ira pas jusqu'à une confrontation ouverte, mais c'est fini le temps des mamours et des compromissions, etc. Donc, c'est dans cet état d'esprit que la Turquie se trouve en ce moment, donc avec des alliés, avec une compréhension de la situation différente, et que donc ils iront, à mon avis, jusqu'à la confrontation si nécessaire. Et d'ailleurs, vous savez, l'Iran a montré que ni l'Amérique ni Israël n'étaient invincibles. Voilà. Et tous les observateurs que je consulte, vraiment, ils disent que si l'Iran avait voulu détruire Israël, il l'aurait fait. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne veulent pas. Voilà. Pour des raisons, par exemple, pour ne pas susciter une réaction nucléaire, etc. Mais ils ont frappé suffisamment pour montrer qu'ils peuvent vraiment détruire les points névralgiques d'Israël. Ils peuvent le faire en quelques jours. Voilà. Et donc, ça va donner des idées à la Turquie, etc. Après tout, est-ce qu'on peut toujours, puisqu'on peut continuer à se faire marcher sur les pieds par ce petit État d'arrogance et de domination. Donc, je pense qu'on va vers un esprit de confrontation et qui va s'amplifier dans la région. Merci, M. Cohen. Il y avait une question dans le chat. Oui, Vous m'entendez? Oui, vous m'entendez. oui, oui. Alors, il y a une question dans le chat. Justement, l'arbitrage des États-Unis empêchera-t-il cette guerre entre la Turquie et Israël ou pas? Non, parce que d'abord, Israël a toujours montré qu'il faisait ce qu'il voulait, puisque jusqu'à présent, l'Amérique suivait. Voilà. Vous avez la guerre en Iran est l'exemple le plus évident que l'Amérique qui ne voulait pas aller dans cette guerre, elle est allée. Voilà. Bon, on ne va pas revenir sur les causes et les circonstances, mais c'est un fait. Bon. La Turquie non plus, elle fait partie de l'OTAN, mais elle a de bonnes relations avec la Russie, la Chine, l'Inde, l'Azerbaïdjan, en Afrique, etc. Donc, elle n'est pas, enfin, je veux dire, par exemple, elle ne suit pas l'Amérique pour les sanctions contre l'Iran ou contre la Russie, etc. Donc, c'est quand même un grand pays qui a une politique indépendante et je ne crois pas que les États-Unis puissent avoir une influence décisive sur ces deux pays pour les arrêter. Et la faute en revient, c'est surtout du côté israélien, que la Turquie n'a jamais cherché à une confrontation avec l'État sioniste. C'est plutôt l'expansion israélienne au sud non seulement au sud de la Syrie, mais de vouloir contrôler tout le territoire syrien, ce qui est inadmissible, et pour la Turquie, et pour probablement d'autres pays de la région. Et donc, je ne crois pas qu'on puisse, que les États-Unis puissent arrêter l'engrenage. En tout cas, moi, l'engrenage que je vois venir, mais dont on
peut pas analyser aujourd'hui les modalités et la vitesse, mais l'engrenage, il est lancé. À mon avis, il est irréversible. Et les États-Unis n'y pourront rien, d'autant plus ils ont pas mal de problèmes en ce moment pour s'occuper de ça aussi. Très bien. Merci, Monsieur Cohen. Alors, il y a une autre question, et là, c'est moi qui vais vous la poser. Monsieur Cohen, alors, il semblerait que la Syrie soit le principal, on va dire, théâtre de confrontation. Oui, Euh, Israël voudrait empêcher une implantation militaire turque, tandis oui. que Ankara soutient le pouvoir syrien. Jusqu'où cette rivalité peut-elle aller sans déboucher sur un affrontement direct? À mon avis, elle débouchera inéluctablement plutôt sur une confrontation parce que, comment dire, l'expansionnisme territorial, militaire, sioniste, il est, comment dire, il n'accepte pas de compromis, il n'accepte pas de partage. Comme je l'ai dit, quand Bachar el-Assad a été chassé du pouvoir grâce aux Turcs et aux Israéliens, il faut le dire. Les Turcs ont joué un rôle très important dans la chute de Bachar el-Assad. Et donc, il s'était partagé quasiment l'influence, voilà, du territoire. Et on a pensé que ça allait durer ainsi. Mais voilà, l'ultranationalisme et l'expansionnisme pioniste se sont révélés d'un appétit inextinguible. Voilà, il leur faut plus, ils ne peuvent pas tolérer le moindre partage de domination. C'est ça le drame des Israéliens, c'est que il faut qu'ils aillent toujours plus loin, et même aux dépens de leur sécurité finalement. Parce que bon, à force d'aller aussi loin, ben, ils vont finir par s'écrouler. Mais c'est ça la logique de l'impérialisme. La logique de l'empire, Israël est un petit empire dans la région. Il a quasiment imposé, c'est quoi un empire? Il a imposé la Pax Israelana dans la région. C'est-à-dire, bon, quasiment, il n'y a plus aucun pays qui ose lui tenir tête. Bon. Bon, il pensait liquider l'Iran. Malheureusement pour lui, ça ne s'est pas réalisé. Mais le drame de l'Empire, c'est qu'il ne tire pas les leçons. Parce que s'il tirait les leçons, ça veut dire qu'il agit de manière rationnelle. Je dis, bon, est-ce que j'ai les moyens, etc. Mais le problème d'Israël, c'est que c'est une société qui a été construite sur la guerre, la force, l'expansion, la domination. Donc, faut nourrir la bête. Il faut la nourrir de projets expansionnistes, de projets guerriers. Ils ne peuvent pas s'arrêter. Donc, voilà, ils vont heurter un pays qui n'a jamais cherché à, à les attaquer ni à leur nuire. Mais la Turquie ne peut pas se laisser faire, d'autant plus que c'est un grand pays qui a des alliés. Enfin, bon, j'ai cité l'Arabie Saoudite, le Pakistan, et qui a les moyens, même tout seul, et surtout qui peut demander à l'Iran des recettes, qui peut très bien lui fournir les recettes pour bien taper Israël et même plus. Voilà. Hop, merci, Monsieur Cohen. Alors, une autre question. Vous m'entendez toujours? Oui. Alors, Erdogan présente Israël comme une menace pour la région, tandis que Netanyahou présente la Turquie comme une menace stratégique. Derrière cette escalade verbale, assiste-t-on à une recomposition durable du Moyen-Orient dans laquelle la Turquie deviendrait le principal adversaire régional d'Israël? À mon avis, c'est la logique vers laquelle on va.
Ça veut dire que la Turquie s'était toujours tenue loin de ces conflits entre Israël et ses voisins et le monde arabe, toujours. Elle n'a jamais cherché à s'y mêler, etc. Voilà. Mais bon, pour des raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Mais ça commence à changer par la force des choses. D'abord par la politique israélienne et en même temps par l'évolution. La société turque est devenue une société plus proche des valeurs religieuses, plus proche comment dire, des souffrances des Palestiniens, des Libanais, plus sensible aux attaques israéliennes et à sa politique de domination. Donc les Turcs qui jusqu'à il y a peut-être 20 ans, ils s'en fichaient un peu de ce qui se passait dans la région, aujourd'hui deviennent d'ailleurs, le traité d'alliance avec l'Arabie saoudite est un signe clair. Je crois que c'est la première fois que la Turquie s'engager dans la politique régionale, réellement. Et donc, elle va être de plus en plus impliquée dans la politique régionale, donc économique, militaire, stratégique. Et comme elle est attaquée presque directement, en tout cas, déjà il y a une attaque et des menaces, donc elle va être amenée à s'impliquer davantage. Ça veut dire à chercher avec les pays du Golfe, par exemple, qui vont se détacher de l'Amérique, des moyens de se défendre, etc. Donc, la Turquie qui ne cherchait pas véritablement comment dire, elle ne se préoccupe pas de ce qui se passait dans son sud, c'est-à-dire tous ces pays, l'Irak, etc. Ben, elle va devenir un acteur important, majeur, par la force des choses. Et donc, en même temps, donc elle va chercher euh, au point même de s'engager militairement, d'abord dans des alliances, et s'il le faut, si sa sécurité est menacée, et elle est menacée. Ça, il n'y a pas de doute. J'imagine que Erdogan n'est pas si bête que ça, donc il a très bien compris, c'est un politique très très fin, donc il a compris que il n'y a plus rien à faire avec Israël, il faut aller, je dirais plus rien à faire, c'est-à-dire on ne peut pas trouver un arrangement à long terme convenable avec ce pays. Voilà. C'est ce pays, il est comme l'Amérique d'ailleurs, euh, ces deux pays sont incapables de signer des traités et de s'y tenir. Voilà. De signer des traités d'apaisement, de coexistence, de partage, etc. C'est impossible. Voilà. Ce sont deux pays qui ne vivent que par la guerre et par la trahison. Ces deux pays, par exemple, ont attaqué l'Iran en plein milieu des négociations, ce qui est quand même assez inhabituel dans les relations internationales. Donc, la Turquie sera amenée à devenir un acteur, même militaire, important dans la région et bien sûr, contre les visées israéliennes. Merci, M. Cohen, pour votre réponse. J'aimerais vous poser une question sur les dégâts qu'aurait pu causer, puisque tout à l'heure on a évoqué un petit peu l'Iran, les dégâts qu'auraient pu causer donc les bombardements sur Israël. Est-ce qu'on a des infos qui sont ressorties? Est-ce qu'il y a quelque chose? Il y a des images? Parce que il semblerait qu'on ne voit pas grand-chose à ce sujet, hein. Alors, tous les spécialistes américains que j'écoute, ils sont d'accord sur un point, le système de censure israélien est d'une efficacité redoutable. Ils ont réussi à maintenir un blackout extraordinaire sur les destructions. Certes, il y a des choses qui n'ont pas pu échapper à la censure. Mais cette fois-ci, pendant la guerre qu'il y a eu au mois de mars-avril, ils ont réussi
Et contrairement à ce qui s'est passé l'année dernière au mois de juin 2025, ils ont réussi à maintenir le blackout plus, le plus grand possible, voilà, le plus étendu possible. Ils n'ont pas pu tout dissimuler. Donc, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, enfin, les points qui ont été bombardés, etc., quel point. Sauf que, bon, d'après les spécialistes que j'écoute ici ou là, vous savez, les Iraniens, ils ne sont pas, ce que je regrette un petit peu personnellement, ils ne sont pas cruels, ils ne sont pas cyniques et cruels comme les Américains et les Israéliens. Et j'ajouterai hélas. Voilà. C'est-à-dire que quand ils bombardent, ils ne cherchent pas à faire le maximum de dégâts. Et jusqu'à cette guerre-là, ils ont souvent bombardé avec pas mal de précautions en envoyant des messages. Voilà, on t'envoie un message du style attention, on peut vous toucher là, etc. Bon. Et malheureusement, le problème que quand on a affaire à Israël et à l'Amérique, ils ne comprennent pas ce genre de message. Vous savez, des fois, j'ai l'impression que les Iraniens, comme les Russes, ils sont un peu comme dans la période de la chevalerie. Vous savez, je ne sais pas si vous vous rappelez vos cours d'histoire, les chevaliers, quand ils se combattaient, vous savez, cette fameuse phrase « Messieurs les Anglais, tirez les premiers ». Je veux dire, voilà, c'est la déclaration de guerre formelle, etc. Ils avaient des codes d'honneur quand ils se battaient. Aujourd'hui, ça paraît aberrant, ces histoires. Mais moi, j'ai l'impression que les Russes et les Iraniens ils ont un code d'honneur digne de la chevalerie traditionnelle. Mais malheureusement, face aux sionistes et aux ça ne marche pas, ces trucs-là. Voilà, il faut leur donner Enfin, moi, c'est mon avis, mais après, voilà. Mais c'est vrai que les Iraniens même pendant cette guerre-là, ils n'ont pas cherché réellement. Bien sûr, ils ont frappé, mais juste avec mesure, toujours avec mesure. Ils n'ont jamais dépassé ce qu'il fallait, soit pour répondre, soit pour montrer que, attention, nous sommes là, etc. Voilà. Ah, ils ne sont pas sans scrupules. Voilà. Ouais, contrairement à d'autres dirigeants qui pourraient être sans scrupules à l'aise, quoi. Les Israéliens et les Américains, quand ils attaquent un pays, ils détruisent les hôpitaux, les écoles. C'est ça leur truc. Je veux dire, c'est leur marque de fabrique. Les Russes, non. Regardez en Ukraine, ils n'ont jamais fait ça. Alors que les Américains et les Israéliens, quand ils ont commencé à bombarder l'Iran, ils se sont attaqués. La première attaque qu'ils ont faite, entre autres, c'est une école, etc. Donc des hôpitaux, regardez Gaza et tout. Et les Américains, quand ils ont bombardé la Serbie en 99, 90, je ne me souviens plus. Je m'excuse, j'ai un petit problème sur la date. Je crois que c'est en 90, mais bon. Je suis désolé si je ne suis pas certain. Mais quand ils ont bombardé la Serbie pendant, je ne sais pas, 60-90 jours, mais ils ont bombardé les ponts, les gares, enfin, je veux dire, c'est une civilisation destructrice. Ce ne sont pas des pays qui font la guerre avec des règles en essayant de toucher le moins possible. Voilà. Eux, c'est la terreur. Voilà. C'est terroriser les populations. Très bien. Alors, Monsieur Cohen, on va aller sur un autre sujet d'actualité. Vous avez dû entendre parler sûrement de la visite du directeur de la CIA à Moscou. Mm-hmm. Alors, je vais vous faire écouter un petit audio. C'est Idrissa Berkane, que vous connaissez. Oui, bien sûr. Qui a fait un petit audio sur cette visite. Il donne son ressenti sur la visite.
Et j'aimerais après Oui, avoir votre avis sur la question. d'accord. Bon, quand la CIA et le Vatican se retrouvent en Russie, c'est qu'il va se passer quelque chose de très sérieux. Je rappelle que c'était le Vatican qui avait fait titrer son journal L'Osservatore Romano, qui est donc en fait le journal du pape concrètement, sur les plus de 100 fillettes qui avaient été abattues froidement par 3 frappes de missiles américaines au début de la guerre en Iran. Et là, vous avez donc cette rencontre au sommet. Moi, je suis pas serein parce que les réserves de pétrole américaines sont au plus bas depuis au moins 40 ans, probablement 50 ans, bien sûr. En face, vous avez la dette qui est au plus haut et vous avez la Chine qui s'est divestie des bons du trésor américain. Vous avez de plus en plus de pays qui veulent faire des pactes en yuan maintenant. Et vous avez le fait que les États-Unis sont dos au mur et ils doivent impérativement mettre la main sur le pétrole iranien et le gaz iranien. Donc, pour moi, ça présage d'une tentative imminente pour les États-Unis d'opération terrestre en Iran. Les Russes sont bien évidemment au courant. Vous imaginez que si moi, pauvre journaliste citoyen, je suis au courant, les Russes sont 1000 fois plus au courant. Et à mon avis, c'est la raison de ce sommet. Mais je pense que les États-Unis ne peuvent absolument pas faire autrement. Rappelons-nous hélas que la Première Guerre mondiale a commencé comme une guerre commerciale. Bon, ça c'est son avis à lui. Hein. Je vous laisse donner le vôtre, Monsieur Cohen. Oui, je pense légèrement différent. Moi, je ne parierai pas un centime sur une aventure terrestre américaine en Iran. Voilà. Même à 1 contre 1 million, je ne parierai pas parce que enfin, si je me fie à toutes les analyses et il y a des gens costauds hein, qui font des analyses aux États-Unis, des anciens militaires de la CIA, etc., ça serait suicidaire. Voilà. Et d'ailleurs, enfin, vous savez, enfin bon, je n'ai pas l'intention de m'étendre là-dessus, mais si les Américains avaient pu le faire, ils l'auraient fait. Voilà. Et seulement, ils ont agité la menace. Et d'ailleurs, vous savez, il y a juste un argument. Mettons, vous envoyez 20 000 hommes, mettons un chiffre comme ça, bon, mettons 20 000. Vous les lancez sur un bout de territoire iranien. Très bien. Et vous savez, vous savez ce que c'est la logistique? C'est 20 000 hommes. Et bon, au bout de quelques jours, ils vont avoir besoin de quoi? De munitions, de bouffe, de l'eau, de soins, etc. etc. D'accord? D'où vont venir tous ces éléments-là? Les Américains n'ont plus de base dans la région. Donc, vous savez, ils avaient une très grande base à Bahreïn qui servait de base maritime. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des problèmes qu'il y a eu sur le porte-avions, le Lincoln. Parce que ces navires-là ne recevaient plus de nourriture, de soins, etc. Parce que l'infrastructure américaine a été détruite dans les pays du Golfe. Donc, ces 20 000 hommes qu'on va lancer, au bout d'une semaine, qui c'est qui va comment on va leur envoyer comment dire, du matériel, les soins? Il n'y a pas. Il n'y a pas de possibilité. Les navires se tiennent à 300 km prudemment, les navires américains. Donc, les avions, ils peuvent très bien les bombarder. Et puis les 20 000 ou les 50 000, on s'en fiche. Vous savez, les Iraniens, ils peuvent lever une armée, enfin, ils peuvent mobiliser des millions d'hommes, des millions. C'est pas un million, d'accord? Puis les Iraniens, ils en veulent aux Américains. Vous donnez un fusil à chaque Iranien, et les pauvres soldats américains, j'aimerais bien voir le spectacle. Voilà. On va assister à un Al-Ali extraordinaire. Voilà. Donc, moi, je n'y crois pas beaucoup, enfin, pour ne pas dire pas du tout. Mais non, moi, j'ai une petite idée que c'est pas, enfin, comment dire, elle est sortie par les analyses que j'écoute. Donc, je ne, c'est un domaine où, euh, parce que j'écoutais des anciens de la CIA, etc. Donc, ils savent de quoi ils parlent.
Alors, quand le chef de la CIA s'en va à Moscou, d'abord à sa demande, et pour discuter, il n'a pas rencontré Poutine. Ça, c'est important. Il a rencontré son homologue des services secrets. Bon. Alors, d'après ce que les spécialistes que j'ai entendus, il y aurait eu un deal. C'est-à-dire, l'Amérique cherche un deal. Voilà. Vous nous aidez à sortir du guêpier iranien, on vous aide à sortir du guêpier ukrainien. Bon. Parce que aujourd'hui, les Américains sont pris dans un étau terrible. Ils ne savent plus comment s'en sortir. Bon, c'est vrai que sur l'énergie, c'est une catastrophe qui s'annonce pour le mois de septembre. Voilà. Bon, enfin, tous les gens disent que, bon, d'abord, il n'y a rien qui sort du détroit d'Ormuz. L'Arabie Saoudite ne vend presque plus rien. Donc, la situation va devenir catastrophique. Alors, qu'est-ce qu'il a proposé, le chef de la CIA? Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il aurait pu proposer aux Russes en échange. D'abord, est-ce que la Russie, bon, c'est vrai qu'elle aide les Iraniens, mais est-ce que les Iraniens accepteraient, disons, de relâcher leur, comment dire, de relâcher leur, parce que ils tiennent les Américains à la gorge dans cette affaire. Est-ce qu'ils sont prêts à relâcher leur pression? Pas du tout. Parce que les Iraniens, ils ont compris une chose. Ils ont compris qu'ils ont affaire à les Américains sont des gens qui ne méritent aucun respect, qui n'ont aucune parole et qui donc utiliseraient tous les moyens pour vous détruire. Alors, bon, c'est difficile de parler d'une réunion. Il y a peut-être 10 personnes qui savent de quoi ils ont parlé. Mais, enfin, à mon avis, enfin bon, comme ça, une petite intuition, c'est que peut-être ils ont tenté un deal, mais qui n'est pas sûr de marcher. Voilà. Parce que aujourd'hui, les Russes aussi, d'ailleurs, Lavrov a fait une déclaration il y a quelque temps. Vous remarquerez qu'au bout de 4 ans et demi, il s'est rendu compte que les Américains n'ont pas de parole. Voilà. Franchement, après 4 ans et demi, bon, mais c'est pas grave. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc, les Russes sont très méfiants et il n'y a aucune raison qu'ils fassent des cas. Enfin, j'espère, hein, parce que moi, les Russes, ils me font un petit peu, ils me font un petit peu peur là. On ne sait jamais comment ils vont agir. Dès qu'on propose un arrangement avec Poutine, ils sautent dessus, bon, parce qu'il vient des Américains. Mais bon. Mais j'espère qu'ils ont compris que les Russes ont compris qu'avec les Américains, il faut taper, voilà. Et il faut y aller jusqu'au bout, il n'y a pas d'accord possible, etc. Voilà. Et donc, à mon avis, c'est une tentative peut-être un petit peu désespérée d'obtenir quelque chose. D'abord, le fait qu'il soit rendu public, c'est intriguant, parce qu'il aurait pu très bien aller en secret. Vous savez, le chef de la CIA qui prend un avion secret et il va quelque part, on n'est pas censé le savoir. Donc, il aurait pu, bon, si on a dit qu'il y est allé, c'est que, bon, on a envie de laisser croire que. Voilà, donc en fait, pour moi, c'est presque une tentative un peu désespérée où, vous savez, comme au poker, par exemple, on fait du bluff. Voilà, j'envoie le chef de la CIA du genre, on va trouver, ou pour déstabiliser l'Iran, par exemple. Vous savez, tout est. Par exemple, l'Iran se dit, ah zut, il y a le chef de la CIA qui va à Moscou. Est-ce qu'il ne prépare pas par hasard un coup contre nous? Vous savez, tout est possible. Hein.
c'est ce qu'on appelle lancer de fausses informations pour dire ils vont trouver un terrain d'entente et sur le dos de l'Iran. Donc, dans ce genre d'affaires, il faut être prudent, il faut se dire après tout, on ne sait pas. Voilà. Donc, on verra. Voilà. Je ne sais pas. Voilà. Ouais, ok, bah on va attendre de voir un petit peu. Monsieur Cohen, on est rentré dans le 6e mois là depuis le début, début de la guerre États-Unis-Iran. Et aujourd'hui, il y a eu des sanctions économiques qui ont été infligées par les États-Unis à certains pays. Vous m'entendez? Oui, oui. Ouais, ouais, à certaines banques, pardon, comme une banque égyptienne qui a été sanctionnée parce qu'elle avait des liens avec l'Iran, et une autre banque émirati, je crois, ouais, Oui. des Émirats arabes qui a aussi des relations avec l'Iran, qui aurait été sanctionnée. Donc en fait, là, on a affaire à un gendarme, les États-Unis, là, en Oui, imposant comme ça des sanctions oui, on le sait, aux pays, mais qui échangent avec l'Iran. C'est oui, on le problématique. sait. On On le le sait, sait. oui. C'est le gendarme qui fait ce qu'il veut, sauf que cette fois-ci, c'est du bluff. Ils sont incapables. Bon, je n'ai pas le temps de développer malheureusement, mais c'est tout un chapitre. Le chef, enfin le ministre du Trésor, il a fait il y a 2 ou 3 jours une espèce, il a dit le D-Day, le jour J des sanctions. Tout le monde s'est marré, tout le monde a trouvé ça. Il faut voir les réactions. Enfin, je veux dire, il a été couvert de ridicule. Parce que, d'abord, tous les pays, même le Pakistan, a dit qu'il n'est pas question qu'il applique les sanctions, etc. Bon, le fait qu'il s'attaque à une banque égyptienne, c'est vraiment, comment dire, c'est la preuve, c'est l'illustration. Il faut qu'il trouve un petit coupable de rien du tout. Parce que c'est quoi une banque égyptienne? Enfin, il faut quand même pas, c'est pas sérieux. Les vrais, comment dire, les vrais partenaires commerciaux de l'Iran sont la Chine, la Russie, l'Inde, le Pakistan, la Turquie, etc. Et tous ces pays ont dit qu'il n'est pas question de pratiquer le moindre, de participer à ce boycott, etc. Donc, il est déjà tombé à l'eau. C'est une tentative encore désespérée de l'Amérique, et en plus avec une arrogance digne du maître de l'Empire qui ne l'est plus. C'est ça le drame de l'Empire sur le déclin, qui ne l'est plus, qui sent que ben, ça ne marche plus. Voilà. Il y a quelques années, l'Amérique sortait le bâton et tout le monde disait oui, oui, maître. Eh ben, c'est fini ce temps-là. Et donc, c'est pathétique. Ils ont perdu la main, ils n'ont plus. Et vous savez, il y a une expression qu'a utilisée Trump, je crois, où son ministre du Trésor, en menaçant l'Iran, il leur a dit, il y a une expression qui dit, attention, la montre est en train je sais pas, clock is clicking. C'est-à-dire, le chronomètre est en marche, quoi. C'est-à-dire, voilà, vous avez un temps limité. Voilà. Euh, donc la menace est claire, mais en fait, c'est complètement bidon. D'ailleurs, au bout de 3, 4 jours, on ne voit rien venir. Non, non, euh, comment dire, tous les pays ont refusé de s'y plier. Et en plus, enfin, il y a 2 jours, le Canada a abandonné, laissé tomber les négociations avec Trump. Et c'est une guerre commerciale terrible entre le Canada et les États-Unis. Or, le Canada fournit 20% du diesel américain, etc. Enfin, c'est un porte-avions qui fuit de partout l'Amérique aujourd'hui. C'est terrible. Mais bon, c'est pas ça qui va m'empêcher de dormir, et j'espère qu'il va couler encore plus vite.
Très bien, merci Monsieur Cohen. Alors on a un intervenant Oui. je vais lui donner la parole. Par contre, je le connais très très bien. Il a tendance à être un peu long dans ses interventions. Étant donné qu'on est en fin d'émission, j'aimerais qu'il soit concis. Salam Eh alaikum. ben, vous lui avez dit? Ah, il est avec moi, il m'entend, il est là. Très bien, d'accord. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme la bonne convenance religieuse nous l'impose, je tiens à saluer l'ensemble des auditeurs et des auditrices, à l'exception faite bien évidemment des sionistes qui nous écoutent et qui se reconnaîtront. Donc salam alaikum à tout le monde, sauf aux sionistes qui nous écoutent et qui se reconnaîtront. Alors moi, la petite interrogation que j'ai, enfin c'est même pas l'interrogation, c'est plus une observation qu'une interrogation, simplement me dire par rapport au directeur de la CIA, je pense que c'est un coup de bluff, parce que comme l'a si bien dit M. Cohen, ici présent, lorsqu'il y a de réels rendez-vous et que c'est très 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 important, on ne le dit pas, c'est en secret. Et là, c'est simplement un coup de bluff, un coup de poker des Américains, de Trump en l'occurrence, pour faire croire qu'il a encore la main, alors qu'il l'a plus du tout, parce que la raison exacte de cette mascarade, c'est-à-dire de la visite du directeur de la CIA, c'est parce que la Russie a changé son responsable des opérations en Ukraine et qu'il a été décidé d'utiliser de l'armement un peu plus, on va dire, important, c'est-à-dire des missiles balistiques sur beaucoup plus de villes et moins de drones. Et c'est là que le bas blesse pour les Américains, parce que là, on va vraiment voir l'entrée en jeu des joujoux russes qui ont apparemment une supériorité sur la défense. Alors avant de continuer, Tahia, est-ce que M. Cohen, vous aviez cette information De quoi? sur le changement de c'est quoi le chef, tu as dit là, Tahia? Le responsable des opérations. Responsable des opérations en Ukraine. Non. De plus dur qui réclamait depuis le début d'envoyer plus de missiles et moins de pertes sur le sol. Il ne veut plus grignoter du territoire avec les hommes sur le sol. Il ne veut plus faire risquer justement la vie de ses soldats. Lui, il veut d'abord faire un petit peu comme, on va dire, la tactique américaine, comme ils l'ont fait en Yougoslavie et en Irak, c'est-à-dire d'abord envoyer des missiles Tomahawk. Bon, les Russes, c'est pas des Tomahawk, mais c'est juste pour dire voilà ce que font les Américains. Ils envoient une bardée de missiles et ensuite ils envoient les hommes au sol. Et donc, ce nouveau responsable des opérations, on vient de lui donner le feu vert parce que Poutine a été acculé depuis que des drones sont venus bombarder le Amazon russe. Et ça, c'est symbolique, c'est fortement symbolique. Et dans l'esprit général du peuple russe, ça a été un coup dur. Un coup très dur, c'est le fait de comprendre que la profondeur territoriale russe n'est plus intouchable, on va dire ça comme ça. Alors, donc ce nouveau chef d'état-major des opérations. Derrière, tu m'entends? Ouais, juste parce que vu qu'on est en fin d'émission, vu qu'on est en fin d'émission et que si tu pourrais essayer de raccourcir et poser une question à M. Cohen, comme ça M. Cohen donnera son avis. Et après éventuellement, je clôturerai avec M. Cohen et on pourra rester sur le. Ok, je vais faire très court. Même si je pense qu'il a la capacité de comprendre et de répondre sur plusieurs, on va dire, conflits en même temps qui sont liés. Ils ont changé le responsable des opérations russes. Donc, on voit des gros missiles pour que tout le monde comprenne bien. Il envoie de la grosse balistique sur la tronche de l'Ukraine. Et c'est ce qui fait trembler justement Trump, les Américains, l'Occident, parce qu'ils disent là, on va être dévoilés aux yeux du monde que leurs missiles anti-aériens et que leur défense anti-aérienne, elle est plus que fiable, plus que voilà, perméable, et que donc là, ils sont en train de supplier les Russes de ne pas taper trop fort. D'accord. Alors, on va laisser M. Cohen réagir à ça, s'il est d'accord ou pas, s'il y voit cette hypothèse. Je suis désolé, j'ai rien entendu. C'était très, très mal. Je ne sais pas, vous avez entendu quelque chose? Moi, j'ai rien. J'avais l'impression. Alors, je suis désolé, peut-être qu'il t'entend pas. Alors, oui. Ouais. C'est vrai que ton micro, il est un peu. Voilà. Monsieur Cohen, donc en fait, la question plus ou moins, ou l'idée de l'intervenant là, c'est qu'effectivement, il y a eu un changement de responsable de sécurité concernant l'Ukraine. Et donc, la Russie va employer une méthode un peu plus lourde en bombardant avec des missiles un peu plus lourds pour éviter les pertes humaines sur le terrain.
Et Oui. du coup, c'est pour ça que d'après l'intervenant, c'est pour ça que le directeur de la CIA s'est rendu à Moscou pour essayer de calmer un petit peu par rapport à cette histoire de voilà. Est-ce Et je que dirais même plus, il s'est rendu à Canossa. Il s'est rendu à Canossa pour supplier les Russes, pour trouver un alors terrain d'entente. alors Le attends parc russe démontre au monde entier alors qu'il attends a une attends Yahya, supériorité balistique Yahya, sur la il t'entend pas. défense antiaérienne européenne. Il t'entend pas. Donc, selon l'intervenant, Monsieur Cohen, comme ça après vous allez répondre. Donc, selon l'intervenant, la CIA, les États-Unis, se seraient rendus à Canossa pour supplier les Russes. Voilà. C'est possible. Franchement, qu'est-ce que j'en sais? Voilà. Si on part sur ces hypothèses, vous savez, le patron de la CIA, il a passé 2 heures, hein. Donc, je ne sais pas, en comptant parce qu'il faut traduire, hein, dans ces réunions. Il y a des interprètes. Donc, je ne sais pas combien de sujets ils peuvent évoquer en 2 heures ou 3 heures, admettons. Mais il n'a pas passé plus de 4 heures à Moscou. Ben Ça, justement, s'il y allé que pour 4 heures, c'est qu'ils ont évoqué certainement un seul sujet. voilà. Mais est-ce que c'est celui-là? Moi, je pense, enfin, peut-être, j'en sais rien. Alors, Voilà. effectivement, Monsieur Cohen, on a évoqué Idriss Aberkan, qui lui parlait plutôt d'autre chose. Là, on parle d'une autre hypothèse. Donc, effectivement, on ne sait pas pourquoi il est allé là-bas. On suppute, on suppute. Est-ce qu'il y aura une information qui sortira de tout ça? Bon, on va attendre peut-être ces prochains jours pour voir, mais bon, voilà. Oh, moi, je crois qu'on a donné un os à ronger aux médias. Enfin, voilà, bon. Très bien. Alors, Monsieur Cohen, on va clôturer. Juste un dernier mot. Oui. Les incendies en Algérie. Oui, Vous avez entendu un petit peu ou pas? un petit peu, pas beaucoup, non. Alors, Non, vaguement, je dis en quelques mots vite fait. Donc, il y a 3 régions concernées par des gros incendies. Alors, depuis l'été, hein, ça dure, mais là, ces derniers jours, l'Algérie, grosse canicule, grosse chaleur, des vents et tout ça. ah Et oui, du coup, il y a des incendies qui ont dévasté des régions entières, des villages entiers. Et il y a même, oui, oui, il y a même eu des décès, hein, il y a des décès dans la wilaya de Tizi Ouzou, de Béjaïa et de Djigel. Et en d'accord. fait, alors là, ça commence à toucher un petit peu le monde entier et il y a des réactions. La première réaction, c'est l'Union africaine qui a fait un message hein, en soutenant et en présentant ses condoléances au peuple et tout ça. Et D'accord. là, je viens de voir aussi donc le ministère des Affaires étrangères de l'Arabie Saoudite qui a fait un communiqué Oui. voilà en soutien. Voilà. Mais à part ça, j'ai pas vu grand chose et il y a il y a une situation qui est tellement grave où sur le front c'était compliqué pour les autorités algériennes. Hein, le peuple a donné un coup de main et tout ça, mais j'ai pas vu de communiqué de pays voisins ou de l'Union européenne ou même de la France ou des États-Unis ou pour même apporter leur soutien sur le plan logistique ou tout ça. Comment ça se fait? C'est quand même. Globalement, l'Algérie est dans la ligne de mire de l'Occident. Donc, voilà, on fait le maximum pour ne pas parler du pays ou pour parler en mal. Donc, éviter tout ce qui peut, comment dire, tout ce qui peut rendre sympathique ce pays. C'est une politique qui est suivie. Bon, on ne va pas revenir sur les origines, etc., mais qui est suivie. D'ailleurs, juste, je prends un exemple, hein. Il y a un délinquant algérien réfugié en Espagne que l'Algérie demande son extradition. Oui, oui, j'ai plus le nom, mais je vois qui c'est. Oui, effectivement. Alors, qu'a fait le lobby judéo-sioniste en France? Ils ont réuni des dizaines de leurs membres, alors BHL, machin, Chalgoumi, enfin tout le bon à l'arrière-ban, en plus quelques complices cathos, genre pour faire, c'est une pétition universelle. En fait, c'est une pétition qui a été fomentée
par le lobby sioniste en France pour demander que cet individu ne soit pas extradé. Mais de quoi il se mêle d'abord, hein? Et deuxièmement, si l'Espagne est un pays souverain, la justice espagnole est souveraine. Quand on demande l'extradition de quelqu'un, on envoie des documents. Si la justice espagnole estime que ces documents sont convaincants de la culpabilité de la personne et que les conditions sont remplies pour l'extrader, eh ben on procède à son extradition. C'est comme ça que ça marche entre tous les pays qui ont des accords d'extradition. Mais ça, c'est juste pour harceler l'Algérie, pour dire, voilà, c'est pas possible, c'est une atteinte aux droits de l'homme, etc. Mais ça n'a rien à voir. Donc, en fait, le but, c'est de chercher toujours là où ça fait mal à l'Algérie. Voilà. Et quand ça peut lui faire du bien, quand ça, par exemple, susciter la sympathie pour ce pays, l'envoi de l'aide, etc., eh ben, on escamote ce genre d'informations pour éviter de créer de la sympathie. Mais ça, c'est malheureusement, depuis pas mal de temps, l'Algérie, elle subit cette espèce de harcèlement politico-idéologico, intellectuel, culturel, etc. Voilà. Ok, en tout cas, cette situation a suscité énormément d'engouement, une énorme solidarité qui s'est organisée depuis hier pour acheminer, parce que faut voir, hein, il y a des vidéos, vous verrez, Monsieur Cohen, il y a des vidéos où il y a des villages entiers qui sont grillés. Et il y a des familles qui ont tout perdu. Et du coup, il y a une solidarité qui s'est mise en place et tout ça. Et moi, justement, je voulais juste le dire avant de vous libérer, M. Cohen. Donc, moi, j'ai créé, parce que je vais me rendre en Algérie à la mi-septembre, pardon. Et j'irai pas là-bas, parce que je suis originaire de Sétif et c'est pas très loin de Gigel, Béjaïa, c'est pas très loin. Donc, j'irai me rendre sur place. Et j'ai décidé de créer une cagnotte que j'ai mis en ligne aujourd'hui, afin d'aider, voilà, d'un geste humanitaire, si c'est possible, pour apporter un soutien à ces populations qui ont tout perdu et aux victimes. Voilà. Très bien, laissez le lien sous la vidéo, d'accord? Pardon? Hein? Allez-y, excusez-moi. Le lien, je vous l'enverrai, mais je l'ai mis, il est là en haut de l'écran, là, vous le voyez. C'est le lien « On participe ». Voilà, oui, je l'ai mis dans le chat et je vous l'enverrai sur Telegram, Monsieur Cohen. Très bien, d'accord. Et donc, c'est un lien, on participe, vous avez la possibilité de faire le geste que vous voulez. Et une fois que je serai là-bas, moi je me rends là-bas mi-septembre, je ferai le nécessaire sur place pour acheter des effets dont la population a besoin, des médicaments, des choses comme ça. Et je les emmènerai dans un village là-bas qui a été sinistré. Voilà, Monsieur Cohen, je vais vous libérer et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors, on a changé l'horaire. À partir de la semaine prochaine, Monsieur Cohen, ce sera 20h. Ah, très bien, d'accord. Okay. Parfait. Voilà, bonne soirée à vous, Monsieur Cohen. Bonne soirée à tous. Salam alaikum, Monsieur Cohen. Donc, attends 2 secondes. Attends 2 secondes, s'il te plaît. Attends 2 secondes, s'il te plaît. Les amis, merci à tous. Donc, comme je disais là à l'instant, donc j'ai épinglé le lien qui est là. Je vais le rajouter à la description. Pour celles et ceux qui veulent participer à cette cagnotte en ligne, n'hésitez pas à le faire. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la chronique hebdo avec un autre sujet d'actualité. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous. Que la paix soit sur vous. Salam alaikum.